On débute avec une liste World Eater dans le détachement Khorne Daemonkin. Dans les personnages, on aura Khârn le Félon en tant que seigneur de guerre, un maître des exécutions équipé de son optimisation Blade of Endless Bloodshed, ainsi que Skarbrand. Du côté des unités de ligne, nous aurons 4 unités de 10 Bloodletter, 2 unités de 10 Berserkers de Khorne, en transport dédié un Rhino, et pour le reste, une seule unité de 3 Blood Crushers, 2 unités de 2 Rejetons du Chaos, une seule unité de 5 Chiens de Khorne, 2 Féroces Centaurus, ainsi qu'une escouade de 10 Jackals. Cette liste repose sur une saturation de menaces combinée à une pression sur toute la largeur du champ de bataille, portée par l'invocation et la redondance des unités de corps à corps. Elle s'éloigne des constructions classiques autour des Octoliers ou du Prince Démon pour explorer un versant démoniaque plus dense, notamment avec Skarbrand et un noyau de Bloodletter en nombre très inhabituel. Le cœur de la projection repose ici sur les 4 unités de 10 Bloodletter, capables d'atteindre rapidement les lignes ennemies, via notamment leur arrivée à 6 pouces via le stratagème Summoned by Slaughter, tout en infligeant des dégâts significatifs à l'impact. Le rôle de Skarbrand est double. Il agit comme une encre difficile à ignorer et comme un amplificateur de létalité, transformant chaque assaut autour de lui. Dans ce noyau démoniaque, la présence des 2 unités de 10 Berserkers en Rhino assure une pression frontale classique mais toujours efficace. Les unités satellites comme les Chiens de Khorne, les Blood Crushers ou les Rejetons du Chaos offrent une diversité tactique précieuse, que ce soit de l'anti-psy, un verrouillage de certaines zones, des écrans ou alors des unités à sacrifier selon les besoins. Le fait que ces unités proviennent de différents mots-clés permet une exploitation optimale des stratagèmes du détachement, souvent restreints à des sous-types bien définis. La doublette de Féroces Centaurus ajoute une menace à distance indispensable pour compléter une armée aussi orientée dans la phase de combat. Enfin, les Jackals offrent une unité de prise d'espace et de scoring à moindre coût, utile sur les missions à plusieurs objectifs ou à actions. Cette liste Khorne Daemonkin revisite les fondamentaux World Eater en s'appuyant sur une densité démoniaque accrue et une courbe de menaces plus étalée. Il conserve un plan de jeu direct, submersion et attrition brutale, mais y ajoute des outils de flexibilité grâce à la variété des profils et à la gestion plus subtile des stratagèmes. Si elle manque de tir ou de projection à longue portée, elle excelle dans l'occupation du terrain, l'échange de ressources et les frappes coordonnées. C'est un excellent exemple de liste qui récompense la prise d'initiative et la lecture du tempo adverse. Pour ce qui est des forces, nous avons tout d'abord une saturation de menaces de mêlée à coût modéré, et difficile de tout gérer pour l'adversaire. Une synergie puissante autour de Skarbrand et des Bloodletter, une flexibilité des stratagèmes grâce à la diversité des types d'unités, et une résilience situationnelle via notamment l'insensible à la douleur 5+, contre les blessures mortelles. Du côté des faiblesses, nous avons une absence de tir à longue portée en dehors des Féroces Centaurus, donc s'ils sont détruits trop rapidement, cela va restreindre la liste à ne jouer que sur une seule phase, celle de combat. Il y a une dépendance à l'impact initial, une mauvaise phase de charge peut être extrêmement fatale à la liste. Il y a une vulnérabilité aux constructions de saturation, spécifiquement au niveau de l'anti-infanterie ou alors avec de nombreux tirs indirects. Et enfin, il y a aussi des difficultés à jouer certaines cartes de mission demandant beaucoup plus de mobilité ou de contrôle du terrain. On enchaîne sur une liste Death Guard dans le détachement Virulent Vectorium. Les personnages, on commence avec le Prince Démon de Nurgle, avec son optimisation Revolting Régénération. À cela on ajoute 2 Seigneurs de la Contagion, le Seigneur des Papillons Mortarion en tant que Seigneur de Guerre, et enfin un Taliman. Pour le reste de la liste, nous aurons 2 unités de 2 Rejetons du Chaos, 2 unités de 3 Deathshroud Terminator, 2 drones équipés de leur Blight Launcher lourd, 2 mythiques Blight Hauler, et on finit avec 3 unités de 10 Poxwalker. En structurant son plan de jeu autour de la lente mais inexorable progression des Poxwalkers et de la dissuasion massive incarnée par Mortarion ainsi que le Prince Démon, la liste impose un rythme d'échange favorable et une forte pression sur le centre de la table. Les 3 unités de 10 Poxwalkers, grâce à la règle des objectifs persistants, le sticky et leur capacité d'infiltration permettent d'occuper durablement les objectifs du champ de bataille, tout en créant des couches défensives que l'adversaire devra obligatoirement effacer. Mortarion et le Prince Démon, équipé de son optimisation Revolting Régénération, assure la menace directe et la réponse létale sur le front.
Le premier agit comme pièce centrale de dissuasion capable de nettoyer de larges sections de table s'il n'est pas contenu, tandis que le second, moins cher et tout aussi résilient, devient une épine mobile grâce à son profil équilibré. Ce qui complique réellement les choses, c'est le stratagème Lich-Por Éruption, permettant de régénérer les points de vie de ce genre de figurine tout en infligeant des blessures mortelles. Les 2 unités de 3D Shroud assurent un bon pouvoir d'arrêt, surtout combiné aux effets de contagion. Enfin, les drones, les méphytiques et les rejetons du chaos forment une force d'appui mobile, combinant à la fois de la saturation, du harcèlement selon la configuration adverse. Cette construction virulente repose sur une forme d'asphyxie, c'est-à-dire figer le centre, forcer l'adversaire à s'y exposer, puis le punir via des contre-mesures létales et une attrition difficile à compenser. La liste ne gagne pas par explosion, mais par usure, résistance et punition ciblée. Son efficacité dépend d'une bonne lecture du rythme adverse et de la capacité à encaisser les premiers échanges, sans perdre ses outils clés. Contre certaines armées spécialisées dans le tir indirect ou les frappes à distance multiples, elle devra cependant redoubler de vigilance pour ne pas se faire découper méthodiquement avant d'avoir pu imposer son plan de jeu. Du côté des forces, on a une grande résilience sur les unités, particulièrement Mortarion et le Prince Démon. Un accès aux objectifs pour forcer l'adversaire à avancer via les Poxwalkers, ce qui permet de prendre les objectifs, d'obliger l'adversaire d'y aller et de pouvoir punir derrière. Il y a aussi des synergies solides, notamment entre les personnages et leurs unités de soutien. Et enfin, une capacité de contre-assaut puissante, notamment via les Deshroud, sur l'ensemble du champ de bataille grâce à leur frappe en profondeur. Côté faiblesse, il y a une faible projection offensive en début de partie, une dépendance à la survie de Mortarion et du Prince Démon pour le contrôle du rythme de la partie, une difficulté à gérer les unités très mobiles ou les masses de figurines, et enfin il y a aussi une vulnérabilité aux armées exploitant la létalité à distance ou les spams de blessures mortelles. Nous retrouvons une liste World Eater, mais cette fois-ci dans le détachement Berserker Warband. Les personnages, on commence avec un prince démon de Khorne, en tant que seigneur de guerre, équipé de l'optimisation favori de Khorne. On rajoute Karn le Félon, le seigneur Invocatus, ainsi qu'un maître des exécutions équipé de son optimisation Berserker Glaive. Du côté des unités de ligne, nous aurons 2 unités de 10 Berserkers de Khorne, en transport dédié, 2 rhinos, et pour le reste, 3 unités de 2 rejetons du chaos, 2 unités de 3 octoliers, 2 Ferocentaurus et 2 unités de 10 jackals. Les Berserkers de Khorne forment le cœur opérationnel de la liste. Ils combinent résistance, volume d'attaque et létalité contre l'élite et l'infanterie moyenne. Embarqués en rhino, ils peuvent se positionner avec sécurité, avant de bondir à l'assaut sous couvert des différentes améliorations offertes par les personnages. Ces unités restent des menaces crédibles, même après un premier échange, surtout avec le soutien de Karn et du maître des exécutions. Les Ferocentaurus remplissent un rôle essentiel dans cette configuration, grâce à leur saturation à moyenne portée et leur capacité à menacer des véhicules ou des unités de soutien. Ils élargissent le spectre d'options de la liste et forcent l'adversaire à respecter les lignes de vue. Les 3 unités de 2 rejetons du chaos offrent une présence très flexible, que ce soit pour screen, tenir un objectif, bloquer les mouvements adverses ou engager des unités de scoring. Ils remplissent une foule de petits rôles essentiels au plan de jeu agressif et linéaire des World Eaters. Enfin, le quatuor de personnages apporte les outils de finition et d'optimisation. Le seigneur Invocatus pour se projeter sur un flanc dès le premier tour avec une unité d'octolier. Un maître des exécutions équipé du Berserker Glaive pour le découpage des personnages adverses. Karn pour sa fiabilité meurtrière et le Prince Démon avec le favori de Khorne incarnant une force de mêlée implacable. Quant aux 2 unités de Jackal, elles complètent le tableau avec de la prise d'espace et du scoring en périphérie, participant au plan de jeu secondaire tout en servant de tampon sacrifiable si nécessaire. Cette version du Berserker Warband repose sur une mécanique fluide, poser une double menace de Berserker soutenue par les personnages, contrôler les angles via les Ferocentaurus et les rejetons du chaos, puis multiplier les échanges positifs grâce aux différents personnages meurtriers. Face à des armées ultramobiles ou à la létalité très élevée, elle peut souffrir si elle ne parvient pas à imposer le rythme tôt dans la partie. Mais bien menée, elle reste l'une des armées les plus stables et menaçantes du jeu. Du côté des forces, nous avons tout d'abord un noyau solide de Berserker et de Ferocentaurus fonctionnant contre la plupart des archétypes.
un accès à des frappes d'ouverture via le Seigneur Avocatus, les rejetons du chaos sont très efficaces pour maintenir le rythme et le contrôle sur le champ de bataille, ainsi qu'une synergie forte entre les personnages et le plan de jeu offensif. Côté faiblesse, vous avez une mobilité limitée si les transports sont détruits trop tôt dans la partie, donc faites très attention durant votre phase de déploiement. Vous êtes vulnérable aux armées à saturation, au tir notamment, ou à la létalité fiable via l'Overwatch, et à cela on va énormément penser aux Thousand Suns à cause de leur lance-flamme. Il y a aussi dans la liste une absence de tir longue portée en dehors des Ferocentaurus. Pour finir, avec une grande dépendance à la bonne activation des unités et des bénédictions pour maximiser l'impact de votre liste. Nous finirons ce top 4 avec une liste Aeldari dans le détachement Warhost. Les personnages, on commence avec Eldrad Ultran en tant que seigneur de guerre, on rajoute Fuegan, Janzar, Likis et Mogenra. Côté unité de ligne, ce sera 3 unités de 5 Corsair Void Reavers en transport dédié, un Wave Serpent, et pour le reste, nous aurons une unité de 5 Dark Reaper, un Falcon, une unité de 10 dragons de feu, une seule de 5 Banshee, de 5 Rangers aussi, pour finir avec 3 unités de 5 Swooping Hawk et 3 unités d'araignées spectrales. La mécanique tourne autour du double repli post-tir rendu possible par les stratagèmes Skyborn Sanctuary et Fire and Fade. Cela permet à 2 unités par tour de sortir d'un transport, de tirer, puis de remonter dans leur transport, rendant alors la létalité à Aeldari très difficile à punir. Le socle offensif repose ici sur un bloc de 10 dragons de feu embarqués, capable de détruire n'importe quelle cible lourde à courte portée, et Mogenra embarqué dans un Falcon permettant d'ajouter une deuxième menace longue portée plus autonome tout en restant peu exposé. Ce duo de frappe constitue le pivot létal de la liste. La masse d'araignées spectrales et de Swooping Hawk assure quant à elle un contrôle du rythme de la partie en offrant une mobilité extrême, de la saturation au tir, un scoring secondaire et une capacité à dissuader les armées adverses de jouer à découvert. 3 unités de chaque type offrent une redondance qui est très difficile à épuiser, ainsi qu'une flexibilité exceptionnelle. Eldrad, avec sa génération en point de commandement et son bonus pour blesser, renforce la stabilité de l'ensemble. Enfin, les unités de Corsair Void Reaver et de Ranger offrent une toile de fond efficace pour le jeu d'objectifs, les missions secondaires, mais surtout pour faire écran aux unités arrivant en frappe en profondeur. Cette itération du Warhost maximise le potentiel de projection impuni en combinant 2 menaces. Les dragons de feu avec Fuegan, les Dark Reaper avec Mogenra, une menace de scoring mobile, ainsi qu'un large écran de fond de cours. Dans une méta qui s'éloigne des gros châssis à forte portée, la résilience contextuelle des Aeldari par l'évitement et le repositionnement redevient un atout majeur. C'est une liste très technique, mais très difficile à contrer. Du côté des forces, nous avons tout d'abord une double menace. Fuegan, comme on l'a dit, avec Mogenra, qui est très difficile à punir. Nous avons 6 unités en tout de Swooping Hawk et d'araignées spectrales apportant un contrôle, un scoring et énormément de saturation. Vous avez une capacité à générer un scoring constant tout en évitant l'engagement direct, et aussi une adaptabilité maximale contre tout format d'armée adverse. Du côté des faiblesses, nous avons une forte dépendance à la microgestion des séquences et déplacements. La moindre erreur dans l'ordre d'activation de vos unités peut vous être fatale. Vous avez globalement une faible robustesse sur la durée si les pièces clés sont interceptées. Vous êtes moins efficace contre les constructions avec beaucoup de châssis endurance 10 et plus, surtout si vous perdez rapidement vos dragons de feu. Et enfin, vous avez peu de résistance en cas d'erreur de déploiement. Si les transports sont détruits trop tôt dans la partie, il vous restera qu'un seul plan de jeu, sacrifiez vos unités pour ralentir l'adversaire et espérer prendre un avantage au scoring. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bons d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et à organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo.
nous aurons une liste Space Marine du chaos dans le détachement Pac-Band Zealot. Le format du tournoi utilisé, ce sont les Youth Games Workshop, mais avec les ruines du WTC en ajustant l'orientation pour rééquilibrer les angles. Pour votre curiosité, je vous ai mis le lien des layouts utilisés durant le tournoi dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est pour cela que en haut à droite de votre écran, vous voyez format Mix WTC Games Workshop. Allez, retournons à la liste et nous commençons dans les personnages avec Abaddon en tant que seigneur de guerre. Cypher, 2 unités de Dark Commune, de Sombre Commune. Alors attention, il y a une petite différence entre les 2 unités. Nous avons la première avec la marque du chaos indivisible et la seconde unité avec la marque de Slanesh. Côté unité de ligne, nous avons 2 unités de cultistes, les deux sont équipées de la même marque, celle de Nurgle. Pour le reste, nous avons 2 unités de 16 cultistes maudits, la première avec la marque du chaos indivisible et la seconde avec la marque de Slanesh pour pouvoir rejoindre les 2 sombres communes respectives. Une unité de 5 élus du chaos avec la marque du chaos indivisible, 3 unités de 3 motos du chaos avec la marque de Nurgle, 2 prédateurs destructeurs avec la marque de Nurgle et 2 Féro Centaurus avec la marque de Nurgle aussi. Cette construction renoue avec une matrice Space Marine du chaos éprouvée, une ligne de tir compacte, Predator et Féro Centaurus, appuyée par un noyau d'infanterie, les sombres communes et les cultistes maudits, le tout orchestré par Abaddon. L'objectif est de fixer le centre avec des unités volumineuses et résistantes, forcer l'adversaire à s'exposer, puis convertir chaque ouverture en élimination grâce à une saturation de tir de qualité et des contrecharges létales. Abaddon ici sert de pivot, en apportant des bonus déterminants et une présence dissuasive en mêlée. Cypher joue l'aiguille dans le jeu adverse, profil difficile à neutraliser, notamment grâce à son agent solitaire et l'invulnérable Quête Plus, il profite d'angles de tir opportunistes et une capacité à détourner des ressources loin du cœur de l'armée, notamment grâce à sa bulle de Vect. Les communes maudites, la contraction de Sombre Commune et Cultistes Maudits, différenciés par leur marque, stabilisent le dispositif. Un relais d'amélioration, un ancrage des objectifs, combinant du volume de figurines et aussi une résistance et une pression continue sur le champ de bataille via leur présence. La mobilité repose sur les 3 unités de Biker, de motos du chaos, marquées de Nurgle. Prise d'espace, contre-menace sur les flancs, sécurisation ponctuelle des cartes de mission. Tout cela, ils le font extrêmement bien. À distance moyenne, la doublette de Féro Centaurus et les prédateurs destructeurs assurent l'essentiel des dégâts, anti-élite et anti-véhicule, avec une cadence de tir respectable, capable d'entamer ou de terminer des cibles. C'est une liste complète, méthodique et lisible. Elle verrouille le centre, use l'adversaire par des échanges à courte ou moyenne portée, puis bascule en finition grâce à ses chars et à Abaddon. Sans artillerie ni projection extrême, elle exige une discipline de placement, la gestion des lignes de vue, des écrans et des angles de contre-charge, mais elle récompense une gestion rigoureuse du rythme de la partie. Dans l'environnement actuel, elle constitue un pari solide pour imposer une partie au sol en multipliant les positions gagnantes plutôt que les coups d'éclat. Du côté des forces, nous avons un équilibre tir, mêlée, occupation du terrain permettant de jouer toutes les phases du tour. Vous possédez un bloc central robuste via les cultistes maudits, la Dark Commune et Abaddon, stabilisant ainsi le milieu de la table. Vous avez une mobilité utile et polyvalente via les Bikers, les motos du chaos, pour menacer les flancs et la carte de mission. Vous mettez aussi une pression soutenue, notamment contre les élites et les véhicules grâce au duo de Féro Centaurus et de Predator. Du côté des faiblesses, vous avez une dépendance à la ligne de vue, difficulté à déloger des cibles bien abritées, une absence de transport implique que votre infanterie est exposée à l'attrition lors des contestations, ainsi qu'une forte dépendance à Abaddon pour fiabiliser les offensives. Et pour finir, le contrôle des objectifs est très inégal, si les 2 unités de communes maudites viennent à tomber trop rapidement dans la partie. Nous finirons avec le top 2 de l'ogre, en commençant par la liste Aeldari de Lugo dans le détachement Aspect Host. Dans les personnages, on commence avec Azurmen, puis Baharroth, Wegan en tant que seigneur de guerre et Janzar. Côté unité de ligne, nous aurons une seule unité de gardien de choc. En transport dédié, un Wave Serpent, et pour le reste, prenez des petites notes, 2 unités de 5 Dark Reaper, une unité de 5 Dire Avenger, un grand bloc de 10 Dragons de Feu, une petite unité de 5 Banshee, de 5 Rangers aussi, un grand bloc de 10 Swooping Hawk et un plus petit de 5 Swooping Hawk, 3 unités d'Araignée Spectrale, et on finit avec un Falcon.
Cette configuration reprend l'ossature classique, entre guillemets, du détachement Aspect Host en l'affinant autour de 2 pivots. Un bloc d'impact via Fuegan et ses 10 dragons de feu dans le Wave Serpent, exploitant ainsi le stratagème Skyborn Sanctuary pour frapper puis se remettre à l'abri. Et un noyau d'attrition mobile emmené par Baharrots et des unités rapides via ses Swooping Hawks. Mais n'oublions pas les 3 unités d'araignée spectrale faisant le même travail, en apportant du harcèlement, de la prise d'espace et une sécurisation des angles de tir. L'originalité, par rapport à d'habitude, vient d'Azurmen embarqué dans un Falcon, portant un second vecteur de menace, cette fois-ci ciblé sur l'infanterie, à la place d'un Moganra que l'on a vu régulièrement dans les listes outre-Atlantique. Janzar et les Banshee complètent l'arsenal par un coupe-circuit de mêlée sur les unités d'infanterie d'élite ou retranchées, tandis que les Dark Reapers assurent un filet anti-char anti-élite régulier à moyenne et longue portée. Le maillage de Swooping Hawk et d'araignées spectrales crée une pression continue. Ce sont des menaces opportunistes, réalisant des contournements pouvant faire la finition contre des unités affaiblies, ainsi que la possibilité de contrôler des objectifs tour après tour. Les Rangers et les Gardiens de Choc servent d'écran, de relais d'objectifs et d'outils pour forcer les lignes de vue favorables aux Reapers ou aux Falcon. L'ensemble fonctionne comme un orchestre. On isole une cible prioritaire, on la démantèle en un cycle, puis on se replie pour recommencer ailleurs. Un Aspect Host d'école, entre guillemets, affûté pour dicter le rythme de la partie. Une projection protégée de Fuegan et ses dragons, du harcèlement multiple via les Swooping Hawks et les araignées spectrales, de l'anti-élite structurant via les Dark Reapers. Le tout articulé par des mécaniques de repositionnement. C'est chirurgical, mais la liste est très exigeante. Elle valorise la lecture du terrain, la discipline d'activation. Et si cette liste est bien pilotée, elle impose une usure méthodique et ouvre la voie à des victoires nettes sans s'exposer inutilement. Bravo Lugo, j'étais ravi de te voir performer sur ce tournoi. Du côté des forces, nous avons une double projection sécurisée, c'est-à-dire d'un côté nous avons l'option de Fuegan et ses dragons de feu dans le serpent, ou alors d'Azurmen dans son Falcon, pouvant frapper fort, puis se remettant hors portée dans leur transport. Nous avons un maillage de mobilité exécrable via les Swooping Hawks, les araignées spectrales ou les Rangers, apportant une prise d'espace, une finition et un scoring constant. Une palette de létalité complémentaire via l'anti-élite, anti-char, les Dark Reapers et évidemment les Dragons de Feu, ainsi qu'une punition d'infanterie retranchée, notamment via Janzar et ses Banshee. Et enfin, une maîtrise du rythme de la partie grâce au réembarquement, limitant ainsi les représailles. Côté faiblesse, il y a tout de même une forte dépendance au transport et aux stratagèmes qui vont avec. Un serpent, un falcon, s'ils sont neutralisés au mauvais moment, cela casse complètement la séquence. Vous avez aussi une réserve de points de vie limitée. Si l'adversaire force l'affrontement central prolongé, l'attrition devient défavorable. Car n'oubliez pas, vous restez des petits Eldar avec une endurance 3 et un point de vie. Cela peut ressembler à une force, mais c'est souvent une faiblesse. La réponse au très gros châssis est conditionnée. C'est-à-dire que si la brique de dragon est contrée ou alors qu'elle arrive tardivement dans la partie, la pression anti-char peut énormément manquer. Alors faites très attention à cette ressource, particulièrement dans ce genre de match, car elle est très importante. Et enfin, la liste reste technique. La moindre erreur de placement ou de timing est immédiatement sanctionnée, surtout face à des mouvements réactifs des adversaires. Nous finirons l'épisode avec le champion du Final Countdown, le joueur Votan de l'équipe de France et champion du monde, ainsi que le vainqueur de l'ogre. Je parle bien de Red Slots, avec une liste Ultramarines dans le détachement Gladius. Dans les personnages, on commence avec le capitaine Sicarius, ensuite le chef Librarian Tigirius, Marneus Calgar en tant que seigneur de guerre, un capitaine avec l'optimisation de l'honneur véhément, un capitaine dans son armure gravis avec l'optimisation armure d'artificier, un lieutenant et son arme combinée, ainsi qu'un tech marine. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 5 assauts intercesseurs et une unité de 5 intercesseurs tout court. En transport dédié, 2 impulsors, et pour le reste, une unité d'assaut intercesseur mais cette fois-ci avec leurs réacteurs dorsaux, 2 unités de 4 héros de compagnie, une unité de 5 scouts, de 5 Sternguard vétérans, 3 Dreadnought Ballistus, et on finit avec un Storm Speeder Hammer Strike.
Cette Gladius mise sur un noyau de personnages très outillés soutenu par une ligne de tir et une projection transportée. Les deux impulsors servent pour le capitaine et l'optimisation véhément, ainsi que pour Sicarius et ses héros de compagnie, apportant des combats localisés, cueillant du primaire tout en désorganisant le plan adverse. En parallèle, le trio de Dreadnought Ballistus établit une menace constante anti-char, tandis que le Hammer Strike ouvre les angles et force des écrans, créant des fenêtres de tir pour le reste du dispositif. Le paquet de Tigurius plus les Standguard joue un rôle d'interdiction de zone. Entre les relances du serment de l'instant, permettant aux Standguard et à l'unité complète de relancer le jet pour blesser, l'Overwatch sans dépenser de points de commandement grâce à Tigurius permet de punir toute approche adverse. Cette menace conditionne l'adversaire en lui imposant des trajectoires moins efficientes et des prises d'objectifs beaucoup plus coûteuses. Autour de ce pivot, le Tech Marine maximise l'activité des châssis, fiabilité, réparation. Et les petites unités d'assaut intercesseurs en réacteurs dorsaux, les intercesseurs classiques qui sont appuyés par les scouts, assurent une prise d'espace, créent des écrans et permettent de finir certaines petites unités isolées. C'est une liste Gladius assez technique et précise à prendre en main, privilégiant les coups de scalpel aux échanges massifs sur la ligne de front. Les Ultramarines imposent un jeu d'interdiction et de contre où chaque mouvement adverse peut déclencher une punition calibrée, que ce soit via les tirs lourds des Dreadnought Ballistus, l'Overwatch de Tigurius ou alors le débarquement agressif des unités via les impulsors. Bien pilotée, la liste contrôle la table par attrition mesurée, verrouille les objectifs contestés et force l'adversaire à jouer en sous-optimal. Alors, je n'aurai qu'une seule chose à dire à notre grand champion, bravo Red Slots. Du côté des forces, évidemment, nous avons cette zone d'interdiction avec Tigurius et les Standguard, une pression anti-char fiable via le triple Ballistus, une projection des transports grâce à l'impulsor et un rythme de partie plutôt flexible, car vous avez une certaine bascule entre la pression localisée sur le champ de bataille et le contrôle à distance sans trop vous exposer que vous pouvez exprimer à travers cette liste. Côté faiblesse, vous avez une dépendance au transport. Une perte prématurée d'un impulsor permet de ralentir fortement le plan de jeu sur la phase de combat. Bien que vous ayez des unités résilientes, vous avez tout de même une masse limitée sur les objectifs. Vous avez des unités avec peu d'effectifs et de redondance pour tenir sur le long terme. Vous possédez une saturation contre les hordes qui est perfectible. Vous avez un volume de tir plutôt moyen, surtout hors séquence dédiée, et vous êtes très sensible aux listes avec de nombreuses unités, notamment les cultes Genestealers ou les orques. Et enfin, vous avez des lignes de tir exigeantes. L'efficacité des Ballistus chute sur les tables denses ou face à des armées cachées hors ligne de vue.